Véritable objet de consommation courante, l'eau fait partie intégrante de nos vies modernes. Hydratation, alimentation, hygiène corporelle, hygiène domestique. Arrosage, irrigation agricole, source d'énergie, la petite molécule bien connue sous le nom d'H2O, qui constitue 65% de notre corps, recouvre également les 3/4 de la surface du globe. C'est dire son importance sur la planète. Pour satisfaire les différents besoins en eau de l'homme moderne, il a parfois fallu déployer des moyens colossaux. Prise d'eau, unités de traitement, conduite de transport, retenues gigantesques. Dans nos îles, les collectivités ont dû faire face et doivent trouver les moyens de répondre à la demande, comme le Conseil général de la Guadeloupe, ici avec ce barrage. On est sur le site du barrage de Dumanoir, donc qui est un barrage qui a été construit et terminé en 2010, qui est situé donc sur la commune de Capesterre-Belle-Eau. On est à la tête en fait, du réseau principal d'irrigation qui dessert à la fois la Côte-au-Vent et la Grande Terre. Donc de là partent un certain nombre de conduites qui transfèrent l'eau sur toute la Côte-au-Vent et toute la Grande Terre. Ces conduites distribuent l'eau brute destinée à plusieurs usages, la potabilisation de l'eau, l'industrie et l'agriculture. Car dès les années 70, il a fallu trouver des solutions pour pallier à la sécheresse des sols d'une partie de la Guadeloupe, en créant notamment des réseaux de transfert d'eau de la basse terre vers la grande terre. Alors ça a été une nécessité pour permettre déjà une agriculture en grande terre. Et puis le centre est également une zone très densément peuplée. Donc il a fallu amener à ces populations-là et aux agriculteurs de l'eau pour leur permettre déjà de vivre et puis de produire. Les 3 conduites d'eau brute du Conseil général sont complétées par une conduite terrestre, ainsi que 2 conduites sous-marines qui transfèrent l'eau potable depuis la basse terre vers les Saintes et vers la Désirade. En Guadeloupe, comme en Martinique, l'eau potable provient majoritairement des zones où la ressource en eau de surface abonde. De manière simple, en Guadeloupe, c'est les rivières qui permettent d'alimenter en eau potable les gens. Donc pour vous donner un chiffre, 70% de l'eau utilisée pour l'eau potable provient des rivières. Ces rivières, elles sont exclusivement basées sur la Basse-Terre. Donc on dit que la Basse-Terre est un château d'eau de la Guadeloupe. Les 30% restants sont issus du sous-sol et prélevés via des sources ou des forages. Le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, a été missionné pour étudier la ressource en eau souterraine de la Basse-Terre. Alors cette formation-là en particulier, c'est a priori dans le bassin versant de Rivière des Pères et de la rivière Pérou. Ce serait un des réservoirs, peut-être le réservoir principal ou un des principaux réservoirs en tout cas d'eau. Cette infiltration, ça représente un débit infime par rapport à l'ensemble de la masse d'eau qui, elle, va drainer des eaux qui se sont infiltrées cette année, l'année passée, etc. Sur cette résurgence de la nappe d'eau qui suinte le long de la roche volcanique, des prélèvements sont effectués pour mesurer les teneurs en chlorure, nitrate, sodium, calcium, car la chimie donne de précieux indices sur la mystérieuse nappe souterraine. En gros, plus une eau a un temps de résidence important dans le système, et plus ses teneurs en calcium, sodium sont élevées. Je vais mettre après en relation l'information sur la chimie de l'eau avec les gaz dissous qui me renseignent également sur l'âge de l'eau. Je vais mettre ça en concordance et si les résultats sont concordants, ça me permet de me valider un petit peu ma représentation conceptuelle de l'écoulement souterrain. Les analyses que nous réalisons, on ne fait pas de bactériaux dessus. Donc moi je ne chercherai pas à la boire sans avoir contrôlé s'il y a des germes ou pas. J'ai pas envie de tomber malade. Hein. Voilà. Si jadis, on pouvait s'abreuver directement à la rivière, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Preuve en est les quelques 365 sources dites de bord de route auxquelles viennent se servir des centaines de Martiniquais. Je pense qu'il y a environ une centaine de voitures qui prennent de l'eau ici chaque jour, hein. Au moins. Pendant le carême, il y avait une queue ici, il y avait 20-30 voitures ici, le dimanche. Ah, oui. Et comme l'eau avait un débit très faible, on mettait, là on met 2 minutes pour remplir un bidon. On mettait 10 minutes pour remplir un bidon. Ici, des avertissements de l'ARS et panneaux eau non potable ont peine à survivre plus d'une demi-journée. La population refuse d'y croire. L'eau des sources est bel et bien polluée. Suite à une communication sur les patates douces contaminées par la chlordécone, on a remarqué une recrudescence de la consommation de l'eau de source par la population. Et c'est ainsi qu'on a décidé à l'ARS de recenser les sources consommées par la population aux fins d'analyse
et de restituer en fait les conclusions à la population pour essayer de faire changer leur comportement. 165 sources couramment utilisées par les Martiniquais ont été analysées par l'ARS. Et s'il n'existe pas de suivi régulier de ces points d'eau, le résultat de l'échantillonnage est sans appel. Bactéries issues des matières fécales et pesticides, dont le célèbre chlordécone, sont présents dans ces eaux claires. Il n'y a pas de système de protection, pas de responsable de cette source. Il n'y a pas une entreprise ou une collectivité qui va entretenir cette source. Donc tout ça pour dire qu'on est dans un système où on ne peut absolument rien garantir en termes de qualité. Et cette absence de garantie en termes de qualité fait qu'au niveau de l'ARS, cette eau est considérée comme non potable. C'est dans ce cadre justement que les usines de potabilisation d'eau jouent leur rôle de garant. Produire de l'eau potable, selon les normes définies par l'ARS, n'est pas chose simple. Exemple à l'usine de la Capote qui dessert 12 communes de la façade atlantique martiniquaise. L'eau qui tombe du ciel, lorsqu'elle ruisselle, durant tout son parcours avant d'arriver dans la rivière, elle se charge en diverses substances indésirables qui pourraient affecter la santé humaine. Par conséquent, il faut absolument traiter cette eau pour pouvoir la rendre propre à la consommation. Un traitement en plusieurs étapes. Après avoir été captée, l'eau de la rivière est décantée, filtrée, puis reminéralisée, avant d'être distribuée sur le réseau. Particularité locale, le filtre à charbon actif indispensable au traitement de cette eau. Le filtre à charbon actif a pour fonction d'absorber les molécules de pesticides et produits phytosanitaires, notamment la chlordécone. Aujourd'hui, dans la rivière Capote, cette pollution historique persiste aux côtés de ses contemporains. Fertilisants, pesticides, engrais et bien d'autres. Et si les différents traitements permettent d'éliminer ces substances de l'eau de consommation, la protection des captages est une priorité. La loi du 3 janvier 1992 sur l'eau impose la mise en place des périmètres de protection, puisque si l'on diminue les sources de pollution à la source, à l'origine, cela permet de mettre moins de traitement derrière et donc d'avoir un prix de l'eau finalement qui sera moins important. Et s'il a tardé à voir le jour, le projet de périmètre de protection de ce captage est en cours et devrait être mis en place d'ici 2015. Une mesure obligatoire pour limiter le ruissellement de substances toxiques, parmi lesquelles résonnent comme une menace le chlordécone, la dieldrine, le HCH-bêta, des molécules aux conséquences catastrophiques pour l'homme et la nature, que les scientifiques qualifient de rémanentes. Une molécule rémanente, c'est une molécule qui persiste dans le milieu. Dans la matière organique, elle peut s'accumuler, par exemple, tout au long de la chaîne. Donc, passer depuis les plus petits individus et s'accumuler au fur et à mesure. Donc, les crustacés, par exemple, sont ceux qui bioaccumulent le plus ces molécules rémanentes. En Guadeloupe comme en Martinique, les pollutions transportées par l'eau sont partout et terminent inévitablement leur course dans la mer. D'un point de vue général, les pollutions impactent le milieu de toute façon dans son ensemble. Même si on a un parc national qui préserve effectivement le milieu en amont, mais toutes les pollutions en fait, ont un impact sur l'écosystème guadeloupéen dans son ensemble. Pour mieux comprendre le comportement des pesticides dans le milieu naturel, le bassin versant de la rivière Pérou, qui sert de terrain d'étude au BRGM, a aussi été choisi pour créer un observatoire de la pollution aux Antilles. Donc vous avez un bassin en Guadeloupe, vous en avez un aussi en Martinique. Il faut savoir qu'on a choisi 2 bassins versants complémentaires. Donc l'objectif global est de comprendre les mécanismes de transfert des molécules phytosanitaires depuis la surface vers les rivières, dans les sols, jusque dans nos nappes phréatiques. En Martinique, c'est le bassin versant du Galion qui sert d'observatoire de la pollution. Les scientifiques du BRGM, du CIRAD, de l'INRA et de l'IRD étudient ces bassins en partenariat. Parallèlement à ces études, le BRGM travaille pour le compte de l'Office de l'eau et la DEAL, en effectuant notamment des études qualitatives sur les eaux souterraines, comme sur cette source, dans le bourg de Capesterre-Belle-Eau. Donc on a 13 points sur lesquels 2 fois par an, on fait des analyses pour suivre des paramètres de routine, type lésions majeures, paramètres in situ, et des molécules phytosanitaires pour voir un petit peu quel état de contamination de nos nappes. Est-ce
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un suivi va être pertinent dans la mesure où il va se dérouler sur un certain nombre d'années. Donc dans le cadre de la directive 4 sur l'eau, on part sur une période de 6 ans. Là, on arrive à la 6e année d'acquisition. Donc, de manière préliminaire, ce qu'on voit sur la Guadeloupe, c'est des détections en pesticides sur la Grande Terre. Pas de déclassement de la nappe de Grande Terre ni de celle de Marie-Galante. En revanche, sur la Basse-Terre, le Sud-Basse-Terre, on a, pour l'instant en tout cas, un déclassement de la masse d'eau du Sud-Basse-Terre en raison de la contamination aux organochlorés. Si la question de la pollution de l'eau par les pesticides agricoles a été soulevée maintes fois, la connaissance de ses effets sur l'homme et la nature est encore à l'étude. C'est par le biais des analyses récentes ou en cours que les mesures adaptées pourront être prises ou renforcées et que les objectifs fixés par la directive cadre sur l'eau pourront être atteints sur le long terme. Nous avons eu à réaliser le schéma eau et assainissement qui permet aux opérateurs et aux collectivités de dire voilà, nous allons dans telle direction et nous pouvons nous appuyer sur cette directive-là pour pouvoir répondre aux normes européennes. Mieux connaître la ressource, la gérer durablement, lutter contre les pollutions, restaurer la qualité des eaux littorales, changer nos habitudes, prévenir les risques, améliorer nos connaissances sur les milieux et sur les pressions exercées par l'homme. Parmi les orientations fondamentales du schéma directeur, en Martinique, l'accent a été mis récemment sur l'étude des impacts liés à l'assainissement. Ça, c'est le rejet des eaux traitées. Donc en fait, il y a une arrivée d'eau brute, on dit, d'assainissement collectif dans la station d'épuration qui est juste derrière. Elle est traitée avec deux bassins distincts. Et là, ensuite, elle est rejetée ici et elle rejoint la rivière, puis 500 mètres après, la mer. En Martinique, les rejets des stations d'épuration font l'objet d'un suivi depuis 2012. On va faire 4 prélèvements. Un en amont du rejet, ici. Un au niveau du rejet. Et 2 après le rejet, en aval, on dit. Sur cette station exploitée par la SME au Carbet, les prélèvements de l'année précédente avaient donné de bons résultats, ce qui n'était pas le cas de l'intégralité des stations à l'étude. Ici, on est dans le cas d'une petite station d'épuration avec une rivière qui a un fort débit, ce qui favorise la dilution. Il y a des rejets où le débit de la rivière est principalement composé de la station d'épuration. Pour l'Office de l'eau, la finalité de ces analyses est de proposer des solutions adaptées aux maîtres d'ouvrage et d'apporter, si nécessaire, un financement pour les travaux de mise aux normes. Car les rejets domestiques ne font pas bon ménage avec l'environnement. Les phosphores et l'azote, c'est typique de l'eutrophisation, on peut dire. Donc, en général, c'est des substances qu'on peut retrouver aussi dans l'agriculture. Et donc, ça va détériorer le milieu aquatique en favorisant la procréation d'algues, par exemple, ce qui va diminuer l'entrée du soleil sur la rivière et diminuer l'oxygène, ce qui sera un milieu pas favorable, par exemple, pour les poissons, pour la biologie, quoi. En Martinique, un peu plus d'un tiers de la population est reliée à l'assainissement collectif. Parmi les infrastructures, on peut noter les mini-stations, dont 80% d'entre elles sont non conformes. Autre problème majeur, les rejets sauvages, qui imposent à nos rivières et aux écosystèmes de boire à la source de nos douches, de nos machines à laver, de nos éviers, de nos toilettes. Si l'on cumule les pollutions agricoles, les pollutions industrielles, les rejets domestiques, les déchets abandonnés sur les rivages, si l'on pense que c'est cette même eau qui va devoir être traitée à nouveau avant de parvenir encore à notre robinet, peut-être, si l'on comprend ce cycle que l'homme impose à l'eau, on comprendra un jour aussi pourquoi il est temps de limiter les dégâts.